Philo-Box, éléments de philosophie. Descartes et les raisons de douter. Le savant et philosophe René Descartes est connu pour avoir exposé à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles toute recherche de la vérité doit commencer par un doute aussi radical que possible. Que ce soit dans son discours de la méthode en 1637, dans ses méditations métaphysiques de 1641 ou au premier livre de ses principes de la philosophie de 1644, à chaque fois Descartes nous explique qu'il est nécessaire de commencer par douter afin de purifier notre esprit de tous les préjugés, toutes les illusions, toutes les formes d'erreurs qu'il est susceptible d'avoir accumulées jusqu'à présent. Nous avons été enfants avant que d'être hommes, écrit Descartes. Autrement dit, l'enfance est perçue ici comme une période de passivité intellectuelle, durant laquelle nous ne faisons pas encore usage de notre propre raison, nous ne pensons pas encore par nous-mêmes. D'où l'idée, qui peut paraître très ambitieuse, selon laquelle il faut reconstruire tout le savoir sur des bases solides, certaines, indubitables. On peut donc signaler que le doute chez Descartes est une étape vers la connaissance. Il est provisoire. Descartes espère bien pouvoir sortir de ce doute en finissant par rencontrer une première proposition, un premier énoncé dont il sera impossible de douter. Il faut donc bien distinguer le doute cartésien du doute que pratiquent depuis l'Antiquité les philosophes qu'on appelle les sceptiques. Pour les sceptiques, le doute est une conclusion. Il conclut de manière définitive que tout est douteux, que l'homme ne pourra jamais accéder à aucune connaissance certaine. C'est tout l'inverse chez Descartes. Le doute est un point de départ qu'il espère bien pouvoir dépasser. C'est une étape pour assainir l'esprit avant de reconstruire le savoir sur des bases certaines. Alors, on a parfois dit du doute cartésien qu'il était hyperbolique. Ce n'est pas un mot qu'utilise Descartes lui-même, mais plutôt des lecteurs, des commentateurs. Alors, une hyperbole, on sait que c'est une exagération. Effectivement, premier point, Descartes se met à douter de beaucoup de choses dont on ne doute pas habituellement. Donc, en ce sens-là, ce doute peut vous paraître exagéré. Et puis, deuxième raison de parler d'un doute hyperbolique, Descartes ne se contente pas de dire « ceci est douteux ». Il adopte une stratégie qui va beaucoup plus loin. À chaque fois qu'il aura des raisons de penser qu'un énoncé est douteux, aussi faible soit ce doute d'ailleurs, eh bien il se comportera à l'égard de cet énoncé comme s'il était faux. Autrement dit, dès lors qu'un énoncé lui paraît douteux, il s'interdira d'y avoir recours, il s'interdira par exemple de s'appuyer sur cet énoncé pour déduire d'autres vérités à partir de lui. Donc il va le neutraliser, le mettre de côté, toujours dans le souci constant d'éviter l'erreur, d'éviter de laisser entrer dans son esprit des énoncés faux. Descartes commence par expliquer pourquoi il est nécessaire, selon lui, de douter de ce que nos sens semblent nous dire du monde, ce qu'ils nous indiquent. Après tout, nous avons été à maintes reprises trompés, abusés par nos sens. Pensez par exemple à toutes les illusions d'optique, pensez à l'illusion du géocentrisme. Après tout, si je fais une confiance aveugle en mes sens, mes yeux, tous les jours, semblent me faire croire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Par la suite, Descartes explique pourquoi son doute doit également inclure tous les raisonnements qu'il a tenus pour vrais jusqu'à présent. Que ce soit les raisonnements qu'il a tenus lui-même ou ceux qu'on lui a appris jusqu'alors. Pour justifier ce doute à l'égard des raisonnements, il invoque la faillibilité humaine, tout simplement. Le fait que chaque homme est susceptible de se tromper,
notamment en raison de ce qu'il appelle la précipitation, qui est un petit peu une faute, un péché de l'esprit qui consiste à vouloir aller trop vite, à tirer des conclusions de manière hâtive, à croire que telle proposition se déduit de telle autre, alors qu'en vérité, il n'y a aucune nécessité logique. Quand Descartes parle des raisonnements dont il se met à douter, il inclut même les raisonnements mathématiques. Alors qu'on sait, il le dit dans le discours de la méthode, on sait que pour lui les mathématiques c'est justement la science qui l'a le plus impressionné par la rigueur de ses raisonnements, la vérité de ses conclusions. C'est dire à quel point il a le souci d'éviter à tout prix l'erreur. Alors pour parvenir à douter des mathématiques, de tout ce qu'il a tenu pour vrai jusqu'à présent dans le domaine des mathématiques, il a besoin de recourir à un artifice, une sorte d'artifice psychologique pour l'aider à douter, qui est la fameuse hypothèse, un peu étrange, il faut bien le dire, du dieu trompeur ou du malin génie. Et c'est là qu'il nous dit qu'il n'est pas exclu, après tout, qu'il ait été créé par un dieu trompeur, un dieu mal intentionné, qui fait en sorte qu'il se trompe, que Descartes se trompe à chaque fois qu'il croit avoir affaire à une évidence. Ce sur quoi il faut insister, c'est le caractère volontaire du doute cartésien, et même, disons-le, un peu artificiel. Descartes est tellement hanté par le risque de conserver des préjugés ou de laisser entrer dans son esprit des idées fausses qu'il trouve tous les artifices possibles, y compris des hypothèses un peu étranges, pour pousser le doute le plus loin possible. Enfin, le doute de Descartes porte également sur l'existence des choses hors de son esprit. Autrement dit, il se met à douter qu'il existe réellement des choses hors de son esprit qui correspondent aux représentations qu'il en a. Alors pour cela, il convoque cette fois le célèbre argument du rêve, ou plus exactement l'impossibilité de distinguer le rêve et la veille, les moments où nous sommes en train de rêver, les moments où nous sommes éveillés. L'argument au fond est très simple, c'est que lorsque nous rêvons, nous avons le sentiment très vif d'être dans la réalité. Il est donc impossible d'invoquer ce sentiment d'être dans la réalité pour distinguer la veille et le rêve, puisque dans les deux cas, nous éprouvons ce même sentiment. Le doute cartésien atteint ici son paroxysme, puisque Descartes en vient à douter de l'existence du monde lui-même, l'existence des corps matériels, ce qui implique, faut-il le préciser, son propre corps. Dernier point, la pratique du doute, chez Descartes, est selon lui une expérience de notre liberté, au sens du libre arbitre. Enfin, la pratique du doute est bien, selon Descartes, une expérience de notre liberté, au sens du libre arbitre. Il écrit par exemple à l'article 6 du premier livre des Principes de la philosophie, « La liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. » Eh bien, à travers la pratique du doute, nous faisons l'expérience de notre liberté, c'est-à-dire de notre capacité à ne pas rester prisonnier des préjugés, à nous en affranchir, à ne pas être déterminés par eux, par nos anciennes pensées. Autrement dit, le doute est un acte libre, un acte qui manifeste notre liberté, puisqu'il dépend essentiellement de notre volonté.